Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve cette semaine pour reprendre un petit peu les reviews de séries télé que je n'avais pas fait depuis très très longtemps, en fait pas depuis l'époque du Mandalorian saison 2 je crois. Donc je voudrais partir sur une série qui vient de démarrer et qui va pas mal faire polémiquer avant même sa sortie, qui va sûrement faire polémiquer encore pas mal ensuite et qui s'inscrit dans pas mal de soucis ou de polémiques justement qu'on peut trouver dans pas mal de productions actuelles. Donc je vous parle pas de Rings of Power ou de House of the Dragon ou de choses comme ça. Je vous parle de la nouvelle série Entretien avec un vampire, adaptée donc du roman éponyme d'Anne Rice, qui est sorti dans les années 80, qui a été adapté dans ce film très connu avec Tom Cruise et Brad Pitt, notamment et Antonio Banderas et Christian Slater et Kirsten Dunst, dans les années 90, donc qui est un classique du genre, qui moi est un de mes films préférés, et qui donc connaît là une nouvelle itération en série cette fois-ci, qui a été en grande partie supervisée par Anne Rice elle-même avant son décès, bien qu'il y ait un certain nombre de petites histoires de. Elle était d'accord au début, puis après ils ont lâché un peu le truc. Enfin, je sais pas trop qui a eu la main mise sur le produit final exactement, mais bon, il y a quand même a priori pas mal de supervision de la part de l'auteur elle-même qui a été fait. Enfin, auteur, autrice, vous dites comme vous voulez, ça je m'en fous. Maintenant, on en arrive à une série qui va se retrouver mis un petit peu au pilori parce qu'elle regroupe beaucoup de choses qui dérangent beaucoup de monde en ce moment, c'est-à-dire une proposition qui s'éloigne quand même beaucoup du matériau original, notamment avec un casting qui est donc métissé. Les stats, le vampire reste dans sa description classique, grand blond, yeux bleus, français, européen, tout ce qui va bien. En revanche, Louis de Pointe-du-Lac est casté par une personne de couleur, la petite. Eh ben j'ai perdu son nom, ça y est, ça commence bien. C'est horrible, au secours, sauvez-moi. Tant pis, on y verra plus tard. La petite est castée également par une actrice noire, et en plus qui est plus âgée que l'original. Et donc forcément, ça a créé tout un tas de polémiques. Polémiques dans lesquelles je ne vais pas particulièrement entrer aujourd'hui. Cette vidéo en fait elle va être en trois parties, ce que j'attends de la série, l'épisode lui-même, et ce que j'en ai pensé après le premier épisode. Et comme ça, on va assez vite couvrir les choses. Personnellement, indépendamment de tous les débats, j'ai pris le parti de ne pas spécialement m'arrêter sur ces histoires de couleur de peau parce que même si on est dans un on va dire, non-respect de l'œuvre originale, j'estime que il n'y a pas que ça qui fait une histoire et que si les choses sont faites intelligemment, on peut très bien se concentrer et avoir une bonne histoire, un bon produit, un bon récit, indépendamment du fait que le personnage soit noir ou blanc ou asiatique ou ce qu'on veut, enfin, on s'en fout foncièrement. Voilà, de l'instant que l'acteur est bien casté, qu'il endosse bien le personnage qu'il veut jouer, je pense pas que ça pose de problème. Et même si ça en pose dans certains cas, je pense notamment aux anneaux de pouvoir, avec les histoires de cohérence, de race et compagnie, moi personnellement j'ai pris le parti de pas m'arrêter là-dessus. Sauf si on me fait vraiment, si on me vend absolument on va dire du prosélytisme pro Black Lives Matter ou féminisme et compagnie machin, le fait qu'il y ait un changement de genre ou d'ethnie pour un personnage, je suis parti du principe que c'était pas. Voilà. C'est une adaptation, dans tous les cas. À aucun moment on ne prétend adapter le livre, enfin reproduire fidèlement un roman. Il y a toujours une volonté, qu'elle soit politique ou idéologique, ou dans la sensibilité des gens qui créent la série, qui apportent forcément une partie de leur vision sur la chose. J'ai pas la main dessus, donc je pars du principe, et donc ce sera pas la peine de revenir débattre là-dessus, que s'il y a eu ce choix qui a été fait, j'accepte de regarder la série parce que, en l'état, j'accepte ce choix. Si je suis en désaccord complet avec le choix qui a été fait de casting, je ne regarde pas la série. Voilà, ça m'évitera de m'énerver pour rien. Je ne suis pas adepte des critiques qui sont là pour casser du produit juste pour le plaisir. Voilà, ça c'est que ce soit bien établi. Donc, qu'il y ait des acteurs noirs dans l'entretien avec un vampire, ça ne me pose absolument aucun souci. Par contre, ce qui va éventuellement m'intéresser, c'est comment est-ce qu'on se sert de ça dans le cadre historique dans lequel ça se passe, qui est lui aussi déplacé vers les années 1910, je crois, par rapport à l'histoire originale. Donc, comment est-ce que le récit est entre guillemets modernisé, comment est-ce qu'il a été emmené, et surtout, ce qui m'intéresse vraiment le plus, est-ce que la substance des personnages tels qu'ils ont été écrits, est-ce que la substance de l'histoire, elle est présente. Voilà. De l'instant où je pense que l'esprit global est respecté, c'est ça qui va m'intéresser le plus. Voilà. Est-ce que dans cette histoire, je retrouve la sensation ou le feeling que j'avais avec le roman original ou le film. Donc est-ce que je vais retrouver cette sensualité des personnages, cette séduction chez Lestat, cette manipulation, cette fragilité, cette rébellion chez Louis? Est-ce que je vais retrouver cette ambiance un peu poisseuse de la Nouvelle-Orléans? Est-ce qu'on va retrouver un petit peu tout ça et est-ce qu'on va voyager dans cet univers-là? Si ces trucs-là sont réussis, si les personnages sont approfondis et cohérents et que l'écriture est bien faite, encore une fois, que les dialogues sont pertinents, moi je pars avec ça sans aucun autre a priori. Voilà.
Donc ce que je vous propose maintenant, c'est que je vais visionner l'épisode et je reviens vers vous, enfin pour vous tout de suite, pour moi d'ici 1 heure ou deux, le temps de voir et de revenir sur la chronique. Et je vous fais un petit retour voilà, sur qu'est-ce qui se passe dans l'épisode, quels sont les éléments principaux, parce que je sais aussi que c'est une série qui n'est pas traduite en français pour l'instant, ni même sous-titrée en tout cas de façon officielle. Moi je parle anglais donc ça ne me pose pas de soucis. Hein. Et puis voilà, j'en comprends la plupart. Donc je vais vous faire un petit retour, un petit résumé de ce qui se passe dans cet épisode. Et en dernière partie, qu'est-ce que j'ai pensé de cet épisode, qu'est-ce qui me semble réussi ou pas par rapport à ce que j'ai pu en voir. Voilà. Donc je vous dis à tout de suite pour la chronique de la vidéo. Donc on démarre la série donc, par un changement d'époque évidemment assez flagrant. Hein. La série se passe plus dans les années 90 mais bien dans les années 2020. On va retrouver le journaliste Daniel Malloy qui a vieilli. Alors j'étais un peu douteux sur le casting au début puisqu'effectivement voir Daniel vieux alors que techniquement dans l'histoire c'est un jeune journaliste qui va rencontrer Louis qui va lui raconter son histoire. Là on a un Daniel qui est vieux, qui est a priori un journaliste qui est déjà plutôt bien installé, qui a son émission, qui recrute du monde, qui a une espèce d'éthique, on va dire, d'intégrité qui est assez à part dans le journalisme. Et qui est un peu, c'est un homme fatigué, qui a l'âge qu'il a, qui a déjà pas mal de vécu. Et alors qu'il est chez lui un soir, en fait, il va récupérer des cassettes audio qui ont été envoyées, accompagnées d'un courrier manuscrit. Donc des cassettes qui sont directement sorties des années 90 de notre enfance, sur lesquelles est enregistré, on va dire, l'entretien avec un vampire original, c'est-à-dire la première interview qu'il a fait avec Louis, donc c'est lui qui lui écrit la lettre. Donc à l'époque, en fait, c'est comme s'il avait fait l'entretien avec un vampire à l'époque réelle du livre, et que c'était resté en stand-by, pas porté en livre, que les années étaient passées, et que Louis le recontactait pour lui dire, est-ce qu'on termine, en gros. Mais l'entretien avec un vampire original, tel qu'il est dans les cassettes a priori, serait supposé être totalement identique à celui qui a été raconté à l'époque, sauf qu'il a fait le choix de ne pas raconter cette histoire. Ça se termine de la même façon, avec Daniel qui réclame l'accès à cette vie éternelle, et donc Louis qui s'en va. Donc en fait c'est totalement raccord avec le récit d'origine, sauf que c'est comme si en fait Daniel n'avait jamais porté ce récit en roman à l'époque, donc n'ayant pas de ce fait enclenché tout le reste de l'histoire. Et Louis le recontacte en fait en disant voilà, à l'époque ça s'est passé comme ça s'est passé, maintenant vous êtes vieux, vous êtes malade, j'accepte de vous... on pourrait revenir là-dessus, reprendre un peu les choses, et puis de façon différente, et re-raconter cette histoire qui mérite d'être racontée. Donc Louis donne rendez-vous. Je trouve ça assez intéressant, donc le Louis... déjà, premièrement, le personnage lui rend très bien hommage, je veux dire, il est fin, il est maniéré, mais pas trop, il est délicat, très élégant, très classieux, tout en simplicité, très humain quelque part, donc très, très raccord avec l'image en tout cas de Louis dans son attitude. Ils ont eu la bonne idée de le faire habiter dans une espèce de grand penthouse, donc un grand appartement où les vitres sont en fait anti-UV, donc il peut contempler le jour et vivre le jour, sans pour autant se faire brûler. Donc il y a quelques petites démonstrations de son bras qui brûle à la lumière malgré tout si jamais il s'y expose, de la vitesse dont il peut faire preuve pour se déplacer, donc d'ailleurs c'est assez bien foutu je trouve. Et dans une ambiance un petit peu de défi quand même, Daniel accepte de reprendre cette interview selon ses conditions. Et donc Louis va lui raconter son histoire en se projetant cette fois-ci non pas en 1870, un truc comme ça, mais en 1910, donc dans une Nouvelle-Orléans qui est dans une ambiance très très différente, et où l'ensemble du contexte du personnage aussi a été pas mal modifié. Donc là, Louis est plutôt l'héritier d'une famille qui a fait fortune dans l'exploitation de la canne à sucre. Donc voilà, sauf que son père est décédé, ils ont fait une certaine fortune, mais lui, ses choix sont portés vers une vie qui est beaucoup moins bien rangée, hein, littéralement, il tient des bordels, plein de bordels, des maisons de plaisir divers et variés, pour les blancs, pour les noirs, enfin voilà, et il travaille dans un quartier où le fait qu'il soit noir ne pose pas un réel problème vu comment la population est métissée. Donc il y a des petits rappels qui sont faits comme ça à sa couleur de peau et au contexte un petit peu social, mais comme c'est la Nouvelle-Orléans qui est une ville par essence très métissée et en plus d'origine colonie française, il y a une approche qui est un peu différente. C'est mis en avant intelligemment dans les moments où il explique, voilà, il sait reconnaître comme ça naturellement ceux qui sont de la ville, qui sont pas choqués de le voir là, chez les blancs j'entends, de ceux qui sont des étrangers qui le regardent passer dans les salons un petit peu courtois là, en se demandant ce qu'il fout là. Et voilà, Louis joue d'ailleurs un personnage, il le dit lui-même, qui est beaucoup moins raffiné que par la suite. C'est
pas un petit gangster, mais on n'est pas loin du compte, il y a presque un petit côté gangster années 30, mais en devenir, quoi. Et voilà, donc il évolue dans ce milieu-là, donc il a sa famille à côté, qui essaie d'entretenir dans l'opulence dont elle a l'habitude. Il a un petit frère qui est obsédé par Dieu et qui va le faire chier jusqu'à son lieu de travail dans les quartiers pour essayer un petit peu de balancer de la vertu là-dedans, avec qui il est obligé de se montrer un peu en opposition pour pas que ça se passe mal pour lui, enfin du moins pas qu'il soit pris pour un faible. Et c'est dans ce contexte-là, il y a pas mal d'humour d'ailleurs, je trouve ça sympa, il y a toute une mise en situation où Louis arrive, il y a une de ses putes qui a cassé la gueule à un de ses clients parce qu'il voulait la lui mettre derrière alors qu'il n'avait pas prévenu, enfin bon, il y a un humour mais un peu grivois qui marche plutôt pas mal, c'est pas l'humour tout le temps, hein. Mais cette séquence-là m'a fait marrer. Voilà, donc il doit gérer ces histoires-là, enfin bon, c'est un Mac en fait, quoi, tout ce qu'il y a de plus traditionnel du genre, quoi, avec une famille un peu plus propre qu'il ne faudrait, quoi. Enfin, par rapport à ce qu'on peut imaginer pour ce genre de personnage. Et c'est dans ce contexte-là que Louis va rencontrer donc Lestat, qui va commencer à s'intéresser à lui, profitant de l'ambiance de la Nouvelle-Orléans nocturne, en fait, qui lui permet de vivre la nuit en permanence sans faire savoir qu'il est un vampire. Voilà. Donc un jour, Louis débarque dans une des maisons de plaisir dont il a l'habitude pour y voir un peu sa favorite, une fille qui voulait passer la soirée, qui est déjà occupée par Lestat. Il y a un échange qui se passe entre eux, une forme d'inimitié, parce que Louis n'aime pas Lestat du tout au début, mais est malgré tout fasciné par lui et incapable de réagir agressivement à son encontre. Il va voir Lestat en fait allonger plus de pognon et partir avec la fille, et Louis reste comme ça un petit peu la queue entre les jambes. Et il va être amené à recroiser Lestat à d'autres reprises, notamment au sein d'une partie de poker avec des blancs pour le coup, qui vont un petit peu prendre Louis de haut. Et Lestat va enfin donc faire la démonstration, outre une forme de naïveté du fait qu'il ne connaît pas les jeux de poker, qu'il ne connaît pas l'Amérique, en fait, simplement, c'est la première fois qu'il vient. Il va aussi prendre le parti de Louis dans une histoire de discussion de pourcentage par rapport à une activité. Enfin, les mecs prennent le Louis de haut en disant ouais, tu vas prendre 10%, c'est bien beau, mais le pognon, toi tu fais le sale travail, entre guillemets, voilà. Louis n'ose pas trop se rebeller, et puis c'est Lestat qui va mettre un peu les choses au clair en montrant qu'il est capable de figer un peu l'esprit des gens, d'arrêter le temps, limite en prenant contrôle de leur esprit, de s'adresser, de parler à Louis en pensée, donc faire la première démonstration un petit peu de son pouvoir, et c'est ainsi que cette relation, encore une fois un petit peu sur la retenue, sur la méfiance, va commencer à se mettre en place, donc entre attirance et méfiance, entre Louis qui est fasciné par Lestat malgré lui, et Lestat qui s'intéresse, on ne sait pas trop pourquoi à ce moment-là, quand même beaucoup à Louis. Voilà. Donc ça, c'est la mise en place. Je trouve que ça fonctionne plutôt bien. On a ensuite en fait deux scènes très, très fondatrices, je pense, pour le personnage de Louis, qui vont être la scène de la première initiation de Louis au monde vampirique et la scène du mariage de la sœur de Louis. En fait, deux scènes qui fonctionnent un petit peu à deux, qui vont en fait amener progressivement Louis à se détacher de sa condition d'humain. Progressivement, encore une fois, j'insiste là-dessus. La première, c'est en fait Lestat qui va proposer à Louis un soir de rejoindre la courtisane, enfin la pute. Voilà, la courtisane, pour être poli, qu'il avait déjà eu en vue quelques soirs plus tôt, donc on comprend que Lestat a payé la soirée. Il va proposer donc à Louis d'avoir une relation avec cette femme qu'il a l'air de beaucoup apprécier, et en fait pendant que Louis a cette relation, Lestat va également se déshabiller, se joindre à eux. Personnellement, j'ai pensé vraiment à ce moment-là que la pauvre courtisane, elle allait pas passer la soirée, en fait, que ça allait être le moment où il allait la buter, la bouffer, enfin bon, je m'attendais un peu à un truc comme ça, et finalement non. Il se sert d'elle, Lestat se sert d'elle en fait pour mettre Louis, on va dire, plutôt bien en forme, puis il va lui faire une suggestion mentale pour qu'elle s'endorme, et ce faisant, sur le coup du désir, en fait, révéler aussi Louis à l'attirance qu'il éprouve pour Lestat. Donc là, il y a une scène en fait de relation entre deux hommes qui n'est pas dit telle quelle dans le roman. Enfin, dans le roman à l'origine, en fait, avant que Lestat tombe dessus, il n'y a pas vraiment de construction de cette relation-là homosexuelle avec Louis, mais elle est très présente dans les romans d'Anne Rice au sens large. Le fait que l'amour n'a pas de limite. C'est pas forcément... Enfin, ça peut être un homme, une femme, une femme, un homme. C'est du point de vue du vampire, qui préfigure un petit peu la société, notamment dans les années 80 quand le roman a été écrit. La sexualité n'a pas à être liée forcément à une différence de sexe. Donc c'est ce truc-là qui est exploité. Donc Louis, qui n'est pas versé là-dedans du tout, compte tenu de l'époque et de son éducation, en fait, se révèle dans ce désir qu'il a pour Lestat. Et au cours de cette étreinte qu'il va y avoir entre eux, qui se veut... qui n'est pas voué à se reproduire une deuxième fois, en fait, on a la première fois où Lestat va mordre Louis et prendre son sang, donc sans le tuer bien évidemment, sans non plus le transformer. Et donc voilà, c'est la première fois que ça se produit. Louis vit ça plutôt comme une espèce de relation homosexuelle d'un soir, qui ne doit pas se reproduire.
il part le matin en mode voilà quoi, mais il va avoir l'occasion d'expérimenter la complicité, la proximité que crée cet échange de sang. Et ça, il le dit en fait à plusieurs reprises dans la série. On revient un petit peu à l'échange entre donc le Louis d'aujourd'hui et le journaliste Daniel. Et il va lui expliquer, et là effectivement c'est très cohérent avec la façon dont Anne Rice décrit l'échange du sang. Voilà, l'extase que ça provoque, la proximité que ça crée avec la personne qui prend le sang, donc à quel point on est impuissant face à ça. Et il va en profiter aussi pour préciser le fait que Lestat fait un énorme effort sur lui-même pour ne pas vider de son sang totalement Louis. Et donc ce faisant en fait va amener au spectateur cette mythologie autour du sang qui est très présente chez Anne Rice, qui a été beaucoup moins abordée dans les films, les différents films qu'il y a pu y avoir sur le truc. Et c'est bien du coup d'avancer là-dedans parce que la relation en fait qui unit les vampires entre eux, et même les vampires et les humains dans le cadre de cet échange de sang, est quelque chose qui est vraiment central et fondamental, qui est très sensuel, qui est toujours très bien mis en avant dans les romans, et c'est bien, je pense, que la série prenne le temps de revenir là-dessus et vraiment de bien expliquer pourquoi est-ce que cet acte, qui est souvent présenté comme très sauvage, est en fait un acte en quelque sorte d'amour vicié en fait, et qui agit à la fois comme une drogue, comme un liant, et voilà l'extase que ça procure, et explique pourquoi cet échange de sang est tellement important au sein du monde des vampires que Anne Rice a créé pour elle, quoi. Donc voilà, c'est bien, je trouve que la série prenne le temps de redévelopper là-dessus, chose qui était plus dure à faire dans un film à mon avis. Ensuite, la seconde scène qui va devenir importante, c'est le mariage de la sœur de Louis. Donc Louis, donc, il a un petit frère et une petite sœur. Donc son petit frère, avec qui il y a toujours une relation qui est assez conflictuelle, il s'aime très fort, ça se sent, mais voilà. Donc Louis a cette vie comment dire, cette vie qui est liée au plaisir, au monde de la nuit, aux activités illégales, mais qui lui permettent d'amener l'argent dont sa famille a besoin pour maintenir son standing, puisqu'ils ont a priori perdu l'argent qui venait des plantations de canne à sucre qu'ils avaient quand leur père est décédé. Donc bon, il fait le sale boulot, mais pour en même temps sa famille. Ce que son frère lui reproche, et qui lui, je sais pas s'il est pas un peu simplé par moment, enfin pas simplé, je sais pas comment lui, il est un peu dans son délire, un peu perché, mais qui est dans la confrontation, qui est très puritain, qui est très catho, très croyant, c'est un prêcheur, c'est quelqu'un qui sait convaincre les gens à son point de vue, quitte à devenir un peu chiant, honnêtement. Hein. Et là, on est dans le cadre de la religion, ce qui vient d'autant plus se confronter au choix de vie de Louis et évidemment au choix de vie de Lestat. D'ailleurs, avant cette scène de mariage, j'ai failli oublier d'en parler, mais c'est important aussi, il y a une scène de repas où Lestat est invité à manger chez Louis. Donc il va rencontrer la famille, il va quand même être représenté, donc tout de suite, son frère va le prendre en grippe parce qu'il se rend bien compte que Lestat a quelque chose de maléfique. Par contre, ce petit moment, en fait, est l'occasion surtout pour Lestat de parler un peu de son passé. Donc il y a des références qui sont faites à sa vie en France, à son père, à ses frères, à sa mère, à son fait qu'il soit monté sur Paris. Donc beaucoup de choses qui sortent du roman Lestat le vampire et la reine des damnés. Donc je trouve ça plutôt cool, parce que ça ouvre l'univers de Lestat et progressivement, probablement l'opportunité plus tard, si la série fonctionne, d'aller voir cette partie aussi des romans qui a été très mal adaptée au cinéma. Donc ça pourrait être vraiment super intéressant. Ça pourrait même se caler dans le cadre d'entretien avec un vampire, en fait. Ce serait tout à fait faisable. Il y a aussi une référence qui est faite au fait que Lestat avait un ami qui jouait du violon. Encore une fois, c'est une référence au roman qui n'a jamais été faite dans les films auparavant. Donc son premier ami avec qui il est monté sur Paris, avec qui ils espéraient conquérir Paris, et puis qui décédera dans des circonstances tragiques après avoir assez mal vécu le fait d'être lui aussi devenu un vampire. Voilà, donc Nicolas, mais je suis pas sûr. Je crois que c'est Nicolas. Je mets un gros bémol là-dessus. Donc voilà, il y a plein de références au roman qui sont faites, donc ça je trouve ça vraiment super sympa. Mais bon voilà, donc on arrive sur le mariage ensuite de la sœur. Lestat, en cours de route après la séquence amoureuse, a plus ou moins disparu du paysage. On sent que Louis a envie de mettre de la distance parce que il assume pas très bien cette relation homosexuelle qu'il y a eu un soir. Donc il prétend qu'il a mis Lestat de côté. Il va y avoir le mariage de sa sœur. Il va y avoir une scène très sympathique où lui et son petit frère, la sœur va leur demander de faire un petit show avec des claquettes. Donc il y a une séquence de danse qui est très sympa. Toute la relation avec son frère qui évidemment montre aussi cette fois-ci non pas seulement l'antagonisme qu'il y a entre eux, mais leur proximité. Il y a une très belle scène où ils vont monter sur le toit ensemble, discuter un peu, voir le soleil qui se lève. Tout ça ancre profondément Louis en fait, dans la réalité, chose qu'on n'a pas du tout dans les films d'avant, où on passe directement à la partie vampirique. Même le roman finalement va pas aussi loin dans la vie de Louis, même si encore une fois c'est pas la même vie, j'en suis bien conscient. Et la façon dont la série le fait montre vraiment un Louis qui est inscrit dans sa vie, qui a sa famille,
qui a des relations, des amis, du travail, des tas de choses qui l'attachent à sa vie de mortel et qui vont être très intéressantes pour amplifier tous les changements et tout ce que ça va exiger de lui quand il va progressivement arriver vers le monde de la nuit. Cette scène de mariage qui est plutôt belle, qui est très, très chaleureuse, très bon enfant, qui se termine ce bel échange entre lui et son petit frère sur les toits avec le soleil qui se lève, c'est tout un symbole, est interrompu très brutalement par le fait que le petit frère, qui est donc quelqu'un de très sensible et pas toujours forcément très bien dans ses bottes, décide là, comme ça, envers et contre toutes ses convictions, de se suicider. Il va sauter du toit. Alors ça vient de la religion catholique, en plus le suicide, c'est la garantie de ne pas aller au paradis. Alors pour un gamin qui était aussi croyant que ça, c'est très incompréhensible. Et on va avoir là la première rupture de Louis en fait, avec sa famille, puisque déjà il perd son frère, donc il perd la partie, on va dire, quelque part, une partie de lui qu'il ancrait dans la vertu, enfin, la vertu chrétienne. Et en plus, sa mère va commencer à lui reprocher, va lui demander, oui, qu'est-ce que tu as fait à ton petit frère, c'était quelqu'un de très sensible, tu as dû lui dire quelque chose, il savait bien qu'il n'irait pas au paradis s'il se suicidait, pourquoi est-ce qu'il a fait ça, c'est ta faute. Je trouvais que le changement était un peu brutal, parce que la mère est plutôt bienveillante depuis le début, donc là d'un coup, elle commence à l'enchaîner un peu. Mais on arrive à cet instant charnière qui va faire que Louis va avoir un premier retrait de sa famille et potentiellement une occasion de retourner vers Lestat et d'aller plus loin dans cette dérive vers le monde des vampires qui va, je pense, intervenir à la fin de l'épisode. On arrive donc dans le dernier acte de l'épisode qui va considérer en fait la dernière glissade, descente de Louis de son statut de mortel vers la tentation de Lestat. Cette descente commence donc au moment de l'enterrement, donc encore une fois, donc Louis est en train de se poser un certain nombre de questions sur ce qu'il a fait, sur ce qu'il est devenu, l'idée que sa mère le rejette, il le vit relativement mal, la mort de son frère forcément aussi, il se sent coupable. En plein milieu du meilleur moment, comme toujours, Lestat fait son grand retour en présentant ses condoléances, et évidemment, ça se passe pas bien. La série construit très bien cette relation d'amour-haine entre Lestat et Louis, qui sera présente fortement dans le roman, entre l'attirance qu'il éprouve et le rejet de ce qu'est Lestat intrinsèquement, de son égocentrisme, de son je m'en foutisme par rapport à tout. Donc Lestat se fait repousser et il va entamer une espèce de harcèlement. C'est là qu'on revoit quand même que Lestat a beau se dire amoureux et compagnie, il est extrêmement égocentrique, c'est quelqu'un de très égoïste et c'est très bien rendu encore une fois. Et il va s'insinuer dans les pensées de Louis en le harcelant, viens à moi, viens à moi, viens à moi. Donc Louis essaie de faire abstraction. Il y a l'enterrement qui se passe, il essaie de ramener sa mère à la maison, mais sa mère lui refuse puisqu'elle lui en veut toujours. Sa soeur qui d'ailleurs laisse un peu de temps et compagnie. Donc là où Louis aurait pu éventuellement être entouré de sa famille et au sein des vivants, il va se retrouver seul sous la pluie dans la Nouvelle-Orléans, aéré, à boire, à essayer de trouver du réconfort à différents endroits. Il va aller donc au bordel, retrouver la courtisane qu'il appréciait tant, donc il apprend qu'elle est décédée, donc même encore une fois auprès d'elle, il ne va pas pouvoir trouver de réconfort. Donc elle est décédée d'une fièvre a priori, donc si j'ai bien compris, on comprend un peu plus tard que c'est plutôt Lestat qui est responsable, évidemment, c'était attendu. Donc elle est décédée, il va essayer d'aller trouver refuge auprès du prêtre de sa paroisse, qui est quelqu'un d'assez sympa, qu'on voit depuis le début de l'épisode. Il va entrer en confession, donc dire voilà, je me suis caché la vérité, j'ai pensé que je tenais à toi des filles de la rue, alors qu'en fait tout ce que je faisais c'est prendre des filles qui n'avaient plus de parents pour les foutre sur le trottoir. Je me dis que c'est pour me servir, aider ma famille, mais finalement ce que je fais c'est dégueulasse, j'ai menti, j'ai volé, enfin moi je suis une pauvre merde. Et puis en plus, j'ai couché avec un homme, et puis le mec, en fait, c'est. Le gars, c'est Satan, quoi. Il est dans ma tête tout le temps, mon père, aidez-moi. Enfin bon, le mec, il en peut plus, quoi. Et alors qu'il est en plein train dans son monologue de culpabilité, t'entends, ça commence à partir en couille, il y a des trucs qui se cassent, machin, comment ça s'appelle, comment on appelle ça, le truc où on se confesse, là, confessionnal. Qui explose de l'extérieur, le prêtre qui hurle, enfin, tu comprends très vite que Lestat est arrivé, et quand Louis sort de là, en comprenant pas ce qui se passe, le prêtre est au milieu de l'allée pleine de sang, t'as Lestat qui est en train de le bouffer en mode super sanguinolent. Encore une fois, j'ai toujours du mal à cette représentation du vampire, j'arrive pas, alors c'est peut-être moi qui ai un défaut par rapport à la perception des romans, mais j'ai l'impression que les vampires aiment tellement le sang que je les imagine pas, 1, 2, 3, 4, je ne les imagine pas en train d'en foutre partout, en fait. Donc à chaque fois dans les films, on les représente en mode il y a du sang dans tous les coins, ça agite dans tous les sens. Ils aiment tellement le sang. Franchement, il y a quand même un des romans où Lestat il en est à. Je crois c'est dans le même note que le démon, je crois.
où il en est carrément, ou dans le voleur de corps, je sais plus, il en est à lécher des serviettes hygiéniques, tellement il veut pas perdre de sang. Donc là, il y a un truc où il fout du sang dans tous les coins. On se rappelle quand même que dans le corps d'un humain, il y a 5 litres de sang, donc là, tu as des giclées de sang, il y a des seaux entiers qui ont été balancés. Bon, je sais qu'on aime bien faire un peu peur et compagnie dans Suite de Vampire, mais c'est un truc qui me dérange, l'adaptation qui peut pas s'empêcher de foutre du sang partout, en fait, trop de sang par rapport à ce qu'il pourrait y avoir. Bref, tant pis, passons. C'est un défaut récurrent, on n'y peut rien, mais j'aime pas, voilà. Donc le curé est mort par terre, Louis sort, mon Dieu, mais qu'est-ce qui s'est passé? Enfin bon, les stats continuent de le harceler. T'as l'autre curé qui se pointe, qui essaie de se barrer. Il y a une scène qui est plutôt sympa d'ailleurs, on voit le curé partir en courant et les stats qui marchent. Et en fait, le ralenti est fait de telle façon qu'on voit que les stats en marchant avancent plus vite que le curé qui court. Et du coup, c'est une espèce de façon de représenter la vitesse qui est pas inintéressante. En fait, où tu te rends compte que pour les stats, se déplacer vite, ce n'est que faire le même mouvement, mais plus vite que ce que l'œil peut percevoir. C'est assez intéressant comme façon de représenter les choses plutôt que l'espèce de flou rapide qu'on a d'habitude, qui marche bien aussi, hein, mais ça permet de changer un peu les choses et de voir comment un vampire perçoit le temps aussi. À nouveau, on a un pouvoir de Lestat qui est emmené trop tôt, où on le voit en fait par la pensée refermer les portes de l'église, alors que je suis pas sûr que Lestat ait une télékinésie à ce point-là développée à ce moment-là. Quoique, bon, sous réserve, mais c'était pas indispensable. Bref, là, il explose la tête du second curé, encore une fois, orgie de sang qui est pas forcément nécessaire, mais bon, admettons, ça va permettre de désacraliser totalement le lieu en fait de l'église, qui est un lieu sacré, et donc on a vraiment le truc le plus horrible qui se produit là-dedans, donc on a une espèce de dichotomie intéressante à ce niveau-là. Et avec un Louis qui est sur le cul devant ce qu'il vient de voir, qui comprend pas vraiment ce qui lui arrive, Lestat entreprend de lui sortir un peu de grands dialogues. Voilà, t'es malheureux, moi je te vois, moi je t'aime. Il y a toute une invasion progressive d'arguments qui font que Louis va céder. Lestat lui dit d'ailleurs très clairement, je te confie le don obscur. Donc, c'est des termes qui sont pris du roman. D'ailleurs, un peu plus tard, il parle aussi du jardin sauvage, qui sont des termes typiquement qu'Anne Rice affectionnait beaucoup. Donc, c'est bien de les voir apparaître dans la série. C'était pas fait auparavant. Et progressivement, finalement, Louis va céder et accepter le don. Posons toujours la question de l'acceptation finalement, puisque est-ce qu'on n'a pas plus ou moins volontairement Lestat qui influence l'esprit de Louis pour l'amener à accepter, hein. On pourrait voir un parallèle pas inintéressant, hein, sur l'abus de confiance, la notion de consentement et compagnie. Donc il y a à travers l'œuvre d'Anne Rice déjà à l'origine, mais remis au bout du jour avec les thématiques actuelles qui sont beaucoup plus fortes que dans les années 80, on retrouve cette notion d'acceptation, de soumission, de désir, d'envie, de sensation d'amour, parce que quelque part Lestat aussi se convainc qu'il est amoureux, mais il se pose pas vraiment la question de savoir si Louis est amoureux dans l'autre sens. Donc il est encore une fois très égoïste. Et se produit finalement l'échange du sang, hein, qui est fait de la façon classique, telle qu'Anne Rice le raconte. Lestat vide quasiment Louis de son sang, puis lui offre son poignet pour échanger son sang. Et l'épisode va se terminer donc sur cet échange-là, avec en parallèle la narration du Louis d'aujourd'hui, qui est faite de façon assez intelligente, parce que j'ai l'impression, alors je n'ai pas les termes exacts, mais qu'il décrit la sensation en fait du changement, du battement du cœur, de l'invasion du cœur, enfin du sang de Lestat, les sensations qu'il va ressentir à ce moment-là. J'ai l'impression que c'est quasiment tiré tel quel des scènes des séquences de narration du roman. Donc le fait d'avoir Louis qui raconte par-dessus permet de donner une donnée narrative et d'expliquer des choses qui sont assez dures à montrer uniquement par l'image, qui sont pas très naturelles à faire dire par les personnages qui le vivent sur l'instant. Donc avoir Louis qui raconte a posteriori ce truc-là donne une notion un peu qui va reprendre ce que dit le roman et permet de comprendre plus avant les choses. Voilà. Et donc sur cet élément final, Louis s'éveille à la nuit et on revient donc sur l'interview qui se termine là-dessus, annonçant l'épisode suivant. Donc qu'est-ce que j'ai pensé de cet épisode au final, de ce premier épisode? Donc il y a beaucoup de plus, honnêtement je vous dis franchement, il y a beaucoup de plus, il y a beaucoup de moins, donc on balaye encore une fois directement l'aspect adaptation, ethnie des personnages, époque et compagnie. On oublie, ça c'est un choix qui a été fait, donc je ne reviendrai pas là-dessus en termes de polémique, c'est pas la peine. Par contre, j'aime beaucoup de choses dans cette série, vraiment. Déjà, elle a une photographie qui est magnifique. Enfin, l'ensemble de l'imagerie, les ambiances de lumière, les décors, les costumes, les acteurs sont excellents, tout ça est très très bien joué, très très bien mis en scène. Donc il y a vraiment déjà un effort d'esthétique que je trouve magnifique. Franchement, c'est propre, enfin propre pas dans le sens péjoratif du terme, c'est très bien fait. Les acteurs sont excellents, vraiment, mention particulière à Lestat, qui pour le coup
Dans une série qui a pris beaucoup de liberté, Lestat est une fidélité à son personnage d'origine qui est extraordinaire, que ce soit dans le physique du personnage, sa posture, son attitude, sa façon de parler, sa nonchalance, son côté provoque, sa séduction. Il y a ces descriptions de cette mâchoire très carrée, de ce physique très viril, entre guillemets, chez qu'Anne Rice faisait le personnage, pour trouver en partie dans les adaptations qu'il y a pu y avoir au cinéma, mais pas à ce point-là. Là, on a quelqu'un qui est vraiment qui est masculin au sens. Je sais pas comment le dire sans faire un cliché en fait, mais il y a un petit côté animal en fait chez lui. Je crois que c'est Marius, un des vampires que Lestat a rencontré dans le passé, qu'il surnommait le loup ou mon loup, parce que Lestat avait survécu à l'attaque de loup. Il y a ce côté bestial en fait qui ressort vraiment très bien chez lui. On a là un Lestat qui est vraiment très fidèle. Vraiment, j'insiste là-dessus, c'est le meilleur Lestat que j'ai pu voir. J'aimais beaucoup Tom Cruise évidemment, même si je sais qu'Anne Rice le détestait. N'avait pas apprécié. J'avais bien aimé Stuart Townsend, mine de rien, dans La Reine des damnés au cinéma, même si le film était vraiment pas ouf. Mais je trouvais qu'ils avaient ça intéressant, mais finalement trop juvénile, un peu trop fin par rapport à la description du bouquin. Même si ça peut-être allait mieux avec mon idée. Là, on a un Lestat voilà, qui est vraiment très fidèle. Je sais pas comment le dire autrement en fait. Si j'allais choper la définition physique du personnage, je pense, dans le roman, je pense qu'on aurait vraiment un truc qui serait très bien foutu. Donc mention Lestat pour moi c'est un sans faute parfait quoi, vraiment. Alors le seul truc qui fait toujours rigoler évidemment c'est que Lestat parle beaucoup en français parce qu'il est français d'origine. Le problème c'est que l'acteur doit être américain, donc forcément quand il parle français, il aurait fallu qu'il ait aucun accent puisque c'est un mec quand même, pour ceux qui ne le savent pas, Lestat il grandit en Auvergne, en Auvergne dans la France du 17e. Le mec quand il parle français il peut pas avoir d'accent anglais, c'est pas possible quoi. En plus il vient de débarquer à la Nouvelle-Orléans depuis peu de temps. Il a vécu en Europe quasiment toute son existence. Il n'y a aucune raison qu'il ait un aussi fort accent anglais ou américain quand il parle français. Mais bon, pour l'effort, voilà, quand même une mention plus. Mais bon, en tant que français, quand il parle français, j'avoue, vaut mieux qu'il y ait des sous-titres parce que t'es pas toujours très sûr de ce qu'il a raconté. Quoi. Mais bon, c'est pas grave. Je passe. En tout cas, il parle en français régulièrement, ce qui est déjà un effort qui est pas négligeable. Ensuite, Louis. Alors, Louis, d'accord, physiquement. Enfin, et encore physiquement. Au niveau de la couleur de peau, ne correspond pas au personnage d'origine. Admettons. Alors le reste, il est génial, Louis. Il a ce côté à la fois sensible, à la fois revêche, rebelle, forcé par la vie à être tel qu'il est. Il est futé, il est quand même un peu manipulateur. Il est un peu moins pur, enfin beaucoup, même vachement moins pur, on va dire, que le Louis du roman. Alors, c'est clair de ce côté-là. Ils ont choisi d'en faire un personnage qui est plus ambigu au démarrage. Mais pour autant, dans son jeu, dans sa relation à Lestat, il y a tout ce qu'il faut pour ce terreau de mélange d'amour et de haine qui est typique de la relation de ces deux personnages-là. Louis, toute sa vie, de son existence, ou jusque très tard, en fait, ne va pas savoir quoi penser de Lestat. Elle est toujours en conflit entre l'amour profond qu'il éprouve pour lui et la révolte que lui inspire, c'est la façon dont il se comporte. Et je crois que c'est que très tardivement, même dans les romans les plus récents, en fait, lui toujours Lestat, je t'aime de tout mon cœur, mais en fait t'es un con quoi. Enfin t'es une petite merde, ne change pas, je t'aime comme ça, mais t'es quand même une petite merde. Il est très comme ça Louis maintenant, dans les derniers romans. Et c'est vrai que le terreau est là pour ça, donc c'est peut-être bien de l'avoir un peu dévictimisé de son personnage extrêmement dépressif de base. La façon dont il est construit en fait n'empêchera pas, à mon avis, d'avoir cette dynamique de lui qui s'en veut de ce qu'il est, de ce qu'il est devenu, de ce qu'il a accepté de devenir et qui en même temps quelque part l'apprécie, donc en veut à Lestat et l'admire pour autant. Il y a tout ce qu'il faut en fait pour créer une relation bien conflictuelle qui devrait permettre d'avoir une dynamique du personnage qui va être super intéressante pour la suite. Voilà, notamment quand on va rencontrer Claudia, dont j'avais perdu le nom un peu plus tôt, mais ça y est, j'ai retrouvé, c'est Claudia. Tout ça va devenir à mon avis très intéressant. La façon dont Louis est inscrit dans sa famille, j'ai trouvé que le contexte était tout à fait crédible, ça fonctionnait plutôt bien. Alors je ne connais pas exactement les tenants et aboutissants de l'ambiance raciale de la Nouvelle-Orléans des années 1900. Il y a des échos qui sont faits à ça à l'occasion, donc ça montre quand même que le mec est pas non plus. C'est pas comme si ça dérangeait pas les blancs qu'il y ait un noir qui soit dans leurs affaires. Il n'est pas non plus dans une position de grand personnage. Voilà, c'est un petit baron local de trafic et c'est un proxénète, hein, donc il est là, il interagit, mais on laisse quand même savoir, voilà, c'est pas non plus comme si c'est la société de cette époque-là avait accepté totalement la mixité, donc c'est fait de façon intelligente, je trouve. Voilà.
il faut quand même en parler un petit peu, mais ça voilà, c'est... La série prend comme ça une pincette pour pas que tu sois choqué à te dire mais qu'est-ce que ça fout là, c'est pas cohérent avec l'ensemble du contexte historique. Non, ça fonctionne, moi je trouve que ça fonctionne très bien. Sa relation avec son frère, qui va être le terreau de sa culpabilité, est très intéressante. La relation avec sa mère et les choix qu'il a fait vont permettre de créer son ambiguïté. C'est un personnage que je trouve très réussi. Voilà, je trouve l'ensemble des acteurs plutôt bien réussis. Si Claudia, et de ce que j'ai pu voir un petit peu des bandes annonces de la suite, est traitée avec autant d'efficacité, ça devrait vraiment augurer d'un trio qui va être extrêmement intéressant. Et je ne peux qu'attendre avec impatience l'arrivée de personnages comme Armand et compagnie par la suite. Ça devrait être passionnant. Donc j'espère qu'on aura ces allers-retours à Paris, peut-être dans les années 1930 au final, en plus, donc en pleine années folles. Ça devrait faire des flashbacks super intéressants pour la suite de la série. Voilà. Donc honnêtement, il n'y a pas grand-chose que j'ai pas aimé dans cette adaptation, à partir du moment où on accepte l'idée que c'est une adaptation et que donc elle n'est pas fidèle trait pour trait au roman. Par contre, en termes d'esprit, ce que je disais en début de vidéo, ce que j'attendais de cette série, c'est qu'elle respecte l'esprit. Et à ce titre-là, je trouve que c'est très bien fait. Voilà, les références au roman et au passif de Lestat, la fidélité au vocabulaire spécifique dont obscure le jardin sauvage, l'explication de comment le sang est perçu, tout ça c'est très fidèle au roman, donc je pense qu'on a quand même une adaptation, j'insiste vraiment sur ce mot, donc ne pas me charger encore dans les commentaires avec des trucs comme ça, une adaptation qui a su capter l'essence de ce récit et le moderniser au regard de comment l'écriture et le monde a évolué ces 40 dernières années, quasiment depuis l'écriture du premier roman. Voilà, donc pour moi, perso, grande réussite. Les 2-3 petits bémols, l'accent français de Lestat qui est un peu rigolo, le fait de le faire voler, alors que non, il ne vole pas à cette époque-là, Lestat, c'est pas... Non, ça marche pas, sauf à changer les suites, mais voilà, c'est... J'aime l'idée de me dire que le vol de Lestat est un pouvoir qui va obtenir d'Akasha que dans les parties Reine des damnés, et que c'est pas quelque chose qu'il a maîtrisé plus tôt. Ça le rend trop puissant trop vite en fait. Lestat est puissant, mais c'est pas le plus puissant, même si on le croit à ce moment-là. Et lui donner un pouvoir tel que de pouvoir voler ou l'éviter, je trouve ça un petit peu trop prématuré, de mon point de vue. Voilà. Mais franchement, à part ça, dites-moi vous en commentaire s'il y a des choses qui sont vraiment dérangées. Encore une fois, en dehors de ces changements de base de la série, mais dans l'approche du truc, moi je ne trouve pas de défaut particulier à faire cette série. C'est quelque chose que j'ai trouvé très bien écrit, très bien interprété. J'ai littéralement hâte de vous faire une chronique là-dessus la semaine prochaine. Voilà. Si la chronique vous a plu, comme d'hab, vous mettez un petit pouce en l'air, vous laissez un commentaire, vous vous abonnez, vous partagez, vous savez comment ça fonctionne, si vous êtes tenu jusqu'ici, ce que j'espère, parce que c'est une vidéo qui est assez longue. J'essaierai d'être un peu plus concis dans les prochains épisodes, puisque je n'aurai pas analysé l'approche de la série, on va considérer qu'on est ok avec ça maintenant. Donc je me concentrerai plutôt sur les épisodes, mais voilà, donc n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, dites-moi ce que vous en avez pensé, et je vous retrouve avec grand plaisir la semaine prochaine pour la suite d'Entretien avec un vampire, la série.